Nous allons maintenant aborder l'anatomie qui est indispensable puisque vous allez faire de l'anatomie quand vous allez regarder votre examen et que vous allez faire votre compte-rendu. Et on va commencer par l'anatomie des vaisseaux. Donc, pourquoi connaître cette anatomie vasculaire? Parce que d'abord, le compte-rendu va être lisible pour le clinicien. Il va lui permettre de bien corréler la clinique à l'imagerie. Donc, il faut savoir exactement quelle artère est touchée dans ce processus ischémique pour pouvoir adapter le traitement local. Il faut également rechercher d'autres lésions, comme des sténoses en tandem par exemple, ce qui va permettre de prévoir des traitements autres que celui spécifique du caillot. Alors, il faut savoir qu'il y a pas mal de variantes anatomiques, il y a la collatéralité qui joue, et donc pour une même lésion artérielle, eh bien, on aura des signes cliniques qui vont être différents. Nous allons commencer par l'étude des troncs supraortiques. Ces troncs supraortiques peuvent être étudiés en angio-IRM ou ARM, en angioscanner ou en échodoppler. En angio-IRM, on voit bien en général la crosse aortique qui donne 3 branches, la sous-clavière gauche, la carotide primitive gauche et le tronc brachiocéphalique. Ce tronc brachiocéphalique donne la sous-clavière droite et la carotide primitive droite. Des deux sous-clavières vont naître les vertébrales et des deux carotides primitives vont naître la carotide interne et la carotide externe. Les vaisseaux sont également visibles en angioscanner qui est en fait meilleur que l'angio-IRM pour faire le diagnostic précis des lésions pariétales, en particulier des calcifications, mais également pour apprécier les sténoses. Alors, quand vous faites un angioscanner, vous savez, vous allez regarder un petit peu toutes les coupes, vous allez biper, vous allez suivre le vaisseau, mais la première chose à faire, c'est de regarder les coupes natives, de haut en bas ou de bas en haut, comme vous voulez, et de ne pas regarder le vaisseau, mais regarder tout le reste, parce qu'ensuite, vous ne verrez plus le reste et vous pourrez louper une tumeur de l'apex pulmonaire, vous pourrez louper une lésion cervicale. Donc, il faut lire d'abord les coupes natives et ensuite lire le reste, d'autant que ce sont des patients vasculaires et qui peuvent être tabagiques, et donc il y a souvent des néoplasies associées. L'échodoppler est également un très bon moyen de regarder les vaisseaux. On peut voir les parois. On peut voir donc le flux, on peut mesurer ce flux, on peut regarder et mesurer le pourcentage d'une sténose, on peut voir le retentissement de la sténose en complétant l'exploration par un Doppler intracrânien. Alors, il y a une mauvaise étude des segments sous-pétreux, qui sont les zones préférentielles de dissection carotidienne. En revanche, l'athérome, notamment l'athérome bulbaire, est très bien vu. Voilà. Donc la carotide interne a deux portions, une portion cervicale et une portion intracrânienne. Alors la carotide interne cervicale n'a pas de branche, hein. Il n'y a pas de branche par rapport à la carotide externe, ça le différencie facilement. Ici, vous avez donc votre carotide interne en IRM et en scanner qui est absolument lisse, alors que la carotide externe présente des branches. La partie initiale de la carotide, vous le savez, c'est une portion qui est dilatée, qui s'appelle le bulbe carotidien. Il existe au contact de ce bulbe carotidien des chémorécepteurs au CO2, au pH, à l'oxygène, qui sont contenus dans des corpuscules glomiques. Les informations donc de ces récepteurs vont être transmises au bulbe par l'intermédiaire du 10 et ils assurent la régulation cardio-respiratoire. Et vous savez qu'il y a des tumeurs, qui s'appellent les tumeurs glomiques ou chémodectomes, aux dépens de ces chémorécepteurs. Par ailleurs, il y a autour de la carotide interne, sur l'ensemble de son trajet, jusqu'à son trajet intracrânien, le sympathique. Et quand on a une lésion, notamment une dissection de la carotide qui va léser le sympathique, on va avoir un syndrome de Claude Bernard Horner qui associe donc un ptosis et un myosis. Un exemple de patient qui était venu pour un accident vasculaire. On lui a fait ses troncs supraortiques et sur les coupes natives, vous voyez, je vous dis, il faut toujours regarder les coupes natives. On est tombé par hasard sur cette lésion qui était complètement ignorée et qui était en fait une tumeur glomique très très vascularisée. Vous savez que ces tumeurs se vascularisent au temps artériel et elles déformaient complètement le trajet de la carotide interne. La carotide interne intracrânienne va entrer donc dans la base du crâne par le foramen carotidien. Elle va avoir un segment vertical et puis des sinuosités. Et toutes ces sinuosités, eh bien, elles ont des numéros. Alors la partie verticale, c'est C5. Ensuite, le premier angle, C4.
La première partie horizontale, c'est 3. La deuxième partie en angle, c'est C2, hein, et de C2 va naître l'artère ophtalmique. La dernière portion verticale, c'est C1, et de C1, donc, vont naître les branches carotidiennes. En fait, il y a très peu de branches dans, ce segment intracaverneux. Il y a le tronc méningo-hypophysaire, il y a le tronc inférolatéral et la branche la plus importante, c'est l'artère ophtalmique, donc qui naît, comme je vous l'ai dit, de ces 2. Et cette artère ophtalmique, outre le fait qu'elle, assure la vascularisation du globe oculaire, en particulier de la rétine, elle va servir de support au moment où il va y avoir une éventuelle baisse de la circulation par sténose carotidienne interne, parce qu'il va y avoir des anastomoses par l'intermédiaire des artères ethmoïdales avec la carotide externe, avec l'artère faciale. Et donc, quand il y a une sténose carotidienne interne, on peut avoir un support, une aide extérieure de la carotide externe qui va prendre le chemin de l'artère ophtalmique, donc qui va circuler à l'envers pour aller irriguer à contre-courant la carotide interne. Voilà un exemple d'ARM TOF où on voit très bien donc le segment C2 ici et les 2 artères ophtalmiques qui, comme vous le savez, vont cheminer avec le nerf optique et donc passer avec lui dans le canal optique à droite et à gauche. Une fois sortie du sinus caverneux, la carotide interne va avoir ses branches de terminaison. La plus volumineuse, c'est l'artère cérébrale moyenne ou artère sylvienne, qui va avoir 3 segments. Un premier segment M1 horizontal, puis il va y avoir une bifurcation ou une trifurcation, ce qui va donner le segment M2, hein. Ce segment M2, il est insulaire. Et puis ensuite, il va y avoir des branches de terminaison qui seront les branches M3 operculaires. Oui, donc ça fait 3 segments différents. C'est utile de les connaître quand vous avez un caillot, comme ça vous pouvez dire il est en M1, il est en M2 ou il est en M3. Et ensuite l'artère choroïdienne antérieure, qui en général n'est pas visualisée en ARM, et l'artère communicante postérieure, que nous verrons tout à l'heure et qui sert de communication entre le système carotidien et le système vertébro-basilaire. L'artère vertébrale, elle, donc, va naître, comme nous l'avons vu, de l'artère sous-clavière et elle va avoir également plusieurs segments. D'abord un segment qui va remonter vers le rachis, hein, qui est le segment pré-transversaire, qui va aller jusqu'à peu près en C6. Ensuite, la vertébrale va passer dans le canal transversaire jusqu'à C1. Donc la première portion, c'est V1, la deuxième portion, c'est V2. Ensuite, il va y avoir un segment acloïdo-axoïdien, un petit peu sinueux, c'est V3. Et enfin, elle va pénétrer en sous-arachnoïdien pour rejoindre la vertébrale contralatérale, et c'est la portion V4. Alors ces vertébrales, elles peuvent être symétriques ou asymétriques. On dit que la vertébrale la plus grosse, c'est la vertébrale dominante et l'union des 2 vertébrales forme le tronc basilaire. Donc, les artères vertébrales et le tronc basilaire vont assurer la vascularisation de la fosse postérieure. Le tronc cérébral est vascularisé par des petites branches perforantes qui sont des branches du tronc basilaire. Alors ces branches perforantes, en fait, on ne les voit pas en imagerie scanner ou en ARM, mais quand elles se bougent, eh bien, elles vont provoquer des micro-actinovasculaires du tronc cérébral, notamment léser les noyaux des nerfs crâniens et les voiles. La vascularisation du cervelet, elle, dépend des artères cérébelleuses. Il y a 3 artères cérébelleuses, les inférieures qui s'appellent les PICA, un posterior inférieur cerebellar artery, qui naissent en général de la vertébrale, parfois du tronc basilaire. Les cérébelleuses moyennes ou AICA, antéro-inférieure cerebellar artery, qui naissent du tronc basilaire, et les artères cérébelleuses supérieures. Alors, de temps en temps, donc, ces vertébrales qui sont normalement symétriques, hein, vous voyez ici qu'elles sont à peu près symétriques, peuvent être asymétriques et la plus grosse est appelée la vertébrale dominante. Et de temps en temps, comme dans cet exemple ici, vous avez une vertébrale droite qui est dominante et ici une vertébrale gauche qui est très grêle et qui ne se termine pas dans le tronc basilaire, mais qui se termine en donnant en branche de terminaison l'apica. On dit que la vertébrale se termine en pica. Le tronc basilaire va donner
comme branche de terminaison les artères cérébrales postérieures et donc va assurer la vascularisation occipitale et temporale interne. Ces branches cérébrales postérieures, on les voit bien sur cette ARM du polygone de chaque côté. Alors de temps en temps, on dit que la cérébrale postérieure a une naissance fœtale. Ça veut dire qu'en fait, elle naît de la communicante postérieure. Et donc, le tronc basilaire peut donner un tout petit bout initial de cérébrale postérieure qui ensuite est repris en charge par la communicante postérieure. De temps en temps, on ne voit même pas de segment initial. Il y a uniquement une cérébrale postérieure qui naît directement de la communicante postérieure. Alors, ces cérébrales postérieures, comme les artères cérébrales moyennes, ont plusieurs segments. Le segment P1, en fait, c'est le segment entre le tronc basilaire et l'arrivée de la communicante postérieure, ou probable de la communicante postérieure si on ne va pas bien. P2, ça va contourner le mésencéphale, près du 4. P3, c'est dans la citerne quadrigéminale, donc c'est le plus postérieur. Et P4, c'est la fin de l'artère cérébrale postérieure qui va aller jusqu'à la scissure calcarine. Les artères communicantes servent de communication entre deux artères. Elles permettent notamment une suppléance en cas d'obstruction. Alors l'artère communicante postérieure, on en a déjà parlé, elle naît de la carotide interne et elle va donner partiellement ou de façon très très majoritaire la cérébrale postérieure. Alors bien entendu, il peut ne pas y avoir de communicante. S'il y a une communicante postérieure qui donne une cérébrale postérieure des deux côtés, on appelle ça une configuration fœtale bilatérale, à ce moment-là, le tronc basilaire est très grêle puisqu'il n'a pas besoin de donner beaucoup de branches, il donne juste donc les artères cérébelleuses et puis des petites perforantes, et donc il est grêle de façon physiologique. Donc quand vous avez un tronc basilaire qui vous semble petit, regardez le polygone. Si vous avez des communicantes postérieures qui donnent les cérébrales postérieures, c'est tout à fait normal que ce tronc basilaire soit grêle. Alors l'artère communicante antérieure, elle va unir les deux cérébrales antérieures. Il peut ne pas y en avoir, elle peut être très grêle, elle peut être très volumineuse, et c'est une artère qui est intéressante parce que c'est le siège le plus fréquent des anévrismes intracérébraux. Voilà un exemple donc d'anévrisme développé aux dépens de la communicante antérieure, et vous voyez qu'il n'y a pas ici de segment A1 droit, et donc on a une communicante antérieure qui, euh, qui est anévrismale et deux artères cérébrales antérieures qui sont données par A1 gauche. Ces artères qu'on vient de voir vont former un polygone, le polygone de Willis, qui est étudié en général en ARM-TOF. Et ce polygone forme vraiment un cercle. Alors le plus souvent, il n'est pas continu, il est discontinu, comme dans ce cas où vous avez ici une absence de communicante postérieure. Mais de temps en temps, on a un cercle complet, vous voyez, qui participe donc les cérébrales antérieures, la communicante antérieure, la carotide, la cérébrale postérieure, la communicante postérieure, le tronc basilaire. Le tronc basilaire, M1 et P1 vont donner des petites artères perforantes qui vont aller irriguer les structures centrales. Et quand on a une atteinte des perforantes, on a souvent des petits infarctus qui peuvent être des infarctus de type lacunaire. Alors, que retenir de cette première partie d'anatomie vasculaire? Eh bien, je pense que vous avez compris, c'est très important de connaître cette anatomie pour identifier le vaisseau pathologique que vous allez mettre de façon claire dans votre compte-rendu. Ça va permettre d'aider la décision de thrombectomie ou d'autre chose. Et ça va permettre de façon plus générale d'apprécier le terrain vasculaire et donc d'optimiser le geste vasculaire.